Alors, bonjour et bienvenue au webinaire de la V19R6. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour un webinaire qui s'annonce passionnant. Avec Mathieu et l'équipe produit présente également aujourd'hui, nous allons présenter notre sélection de nouveautés et répondre bien sûr à vos questions. Donc, comme d'habitude, ce webinaire est divisé en plusieurs parties. On commencera par de grosses nouveautés pour les développeurs. On parlera ensuite de KDE for mobile. KDE View Pro apporte une nouvelle fonctionnalité très puissante et on terminera par un focus sur KDE Write Pro pour lesquels nous avons apporté de très belles nouvelles features. Vous allez voir que nous avons inséré un lien vers un blog pour chaque point fort. Ce lien permet de voir quel blog traite de ce sujet sur blog.4d.com. Allons-y et on commence par les nouveautés pour les développeurs. À toi, Mathieu. Oui, merci Intissa. Désolé pour la fausse manip sur les slides. Alors, je vous propose de commencer par donner de l'air à la conception de vos listbox avec le padding horizontal et vertical. Alors, cette nouvelle fonctionnalité, elle donne non seulement à vos listbox de nouvelles possibilités de présentation et un aspect encore plus professionnel, mais elle contribue également à en améliorer l'organisation visuelle et la lisibilité. On va regarder ce que ça donne avec cette petite démo, donc qui est disponible bien sûr dans le blog. Ces propriétés, elles peuvent être définies globalement pour l'ensemble de la listbox ou pour chaque élément, comme les colonnes, les en-têtes ou les pieds de page. Une fois qu'elles sont définies pour la listbox, elles sont appliquées à chacun de ces sous-objets par héritage. Mais bien sûr, chaque sous-objet peut avoir ses propres paramètres. Le réglage de l'espacement peut se faire soit en mode conception à partir de la liste des propriétés dans la section coordonnées et dimensions, soit par programmation avec la commande listbox.setProperty et deux nouvelles constantes, LKCell horizontal padding et LKCell vertical padding. Voilà, je vous invite à consulter le blog pour récupérer cette démo. On va repartager ici. Voilà. Alors, si vous faites partie des développeurs qui ont demandé la possibilité de travailler simultanément avec leurs collègues sur un seul serveur de développement, eh bien, la V19R6 va vous rendre heureux, car vous disposez maintenant d'un nouveau mode de connexion d'un 4D client à un 4D serveur, le mode développement. En mode développement, les développeurs peuvent modifier la structure de la base de données, les méthodes, les formulaires et les paramètres. Nous avons modifié le système de lock pour offrir en fait les mêmes fonctionnalités en mode projet qu'en mode binaire. Alors, c'est une excellente nouvelle pour ceux qui développent encore en mode binaire, parce que ça veut dire que vous pouvez désormais adopter le mode projet sans réel impact sur votre organisation et bénéficier de ces fonctionnalités exclusives, comme la compilation native Apple Silicon, comme les CSS de formulaire, les classes, les attributs calculés, et puis, lorsque vous serez prêt, et si vous le souhaitez, le système de contrôle de version comme Git, par exemple. Maintenant, on va dire bienvenue aux classes HTTP. Afin d'améliorer encore la syntaxe et les fonctionnalités de 4D, nous avons modernisé les commandes du client HTTP. Alors, le résultat, ce sont les classes HTTP. Elles sont livrées avec 4D V19R6. Tout d'abord est à l'écran une requête simple. L'appel à 4D HTTP request.new instancie la requête et l'envoie. Le résultat de la requête est récupéré dans le retour de la fonction. Et à ce stade, peut-être que vous vous demandez à quoi sert le wait que vous voyez en bout de première ligne. En fait, les nouvelles classes HTTP sont faites pour être utilisées de manière asynchrone et vous n'avez plus besoin de créer un processus spécifique pour héberger votre requête. Vous pouvez désormais envoyer une requête au milieu d'une méthode sans la bloquer. Toutefois, si vous souhaitez conserver l'ancien comportement synchrone, vous pouvez effectuer un wait pour attendre la fin de la requête.
Alors, passons maintenant aux requêtes asynchrones. Alors, c'est très simple, hein. Vous pouvez maintenant exécuter votre code pendant que votre requête est envoyée et ainsi bénéficier de meilleures performances. C'est plus rapide que la requête simple et vous voyez que c'est assez simple à mettre en œuvre, mais en fait, on peut faire encore plus rapide en utilisant les callbacks. Donc, le dernier exemple à l'écran ici est un peu plus compliqué. La nouvelle syntaxe, elle vous permet de traiter les requêtes via des callbacks. Et le principe est pour vous d'écrire une nouvelle classe pour traiter votre HTTP request. Donc, vous le voyez là à l'écran. Et ensuite, vous allez pouvoir utiliser cette classe pour traiter automatiquement vos requêtes. Voilà. La requête, elle ne doit pas être traitée directement dans votre méthode appelante. Le résultat est traité dès qu'une réponse est reçue dans les callbacks en response ou en error. Alors, vous devez faire attention à une seule chose. Les callbacks, elles sont appelées dans le même process que votre méthode. Vous manquerez le résultat de la requête si vous arrêtez le process avant qu'elle ne soit appelée. Assurez-vous, à la fin de votre méthode, de vérifier que toutes vos requêtes sont bien terminées. Voilà pour les requêtes HTTP. Maintenant, on va faire un petit peu de mathématiques. Alors, est-ce que vous avez besoin de nombres plus grands que 2 milliards, donc ce que permet le 32 bits, avec une grande précision pour, par exemple, des compteurs? Eh bien, si c'est le cas, nous avons amélioré les réels et la manière dont ils sont gérés pour que cela soit possible. Alors, les réels, ils sont connus pour être imprécis, mais en fait, ils sont précis à 100% pour les très grands nombres à partir du moment où ils n'ont pas de partie décimale, donc quand ce sont des entiers. Et ça va du range 2 puissance 53, moins 2 puissance 53 plus 1 à plus 2 puissance 53 moins 1. Donc le range précis, vous l'avez à l'écran. Si je ne me trompe pas, ça doit faire 9 billiards, 7 billions, 199 milliards, 254 millions, 740 992. La conversion vers ou depuis du texte était limitée jusqu'ici à l'utilisation de la notation scientifique à 12 chiffres, ce qui entraînait une perte de précision. Et avec 4D V19 R6, nous avons amélioré la précision et la conversion de tout nombre réel représentant un entier en texte. L'amélioration de la conversion en chaîne de caractères concerne la commande string et les commandes JSON et XML qui renvoient les nombres sous forme de chaîne de caractères. Voilà pour les mathématiques. On va parler maintenant de formules. Lors de l'utilisation de collections avec une méthode membre nécessitant une callback, vous avez été nombreux à nous demander quelque chose de plus simple. Eh bien, nous l'avons fait. À partir de la V19R6, vous pouvez utiliser une formule pour définir une méthode callback dans les méthodes membres de la collection. Les commandes execute method in subform, call formula ou call worker. Si vous pouvez réduire votre code à une simple expression, vous pouvez la passer directement dans la formule sans utiliser de méthode. Vous pouvez alors utiliser la formule comme callback dans les fonctions membres, des collections, every, filter, find, find index, map, order by method, reduce, sum, sort. Voilà, je vous invite à aller regarder le blog là-dessus. C'est pas mal. Alors, vous le savez déjà, le Data Explorer, l'explorateur de données, vous permet de visualiser, de trier, d'interroger les données de votre base à l'aide d'une interface web moderne, simple et élégante. On en a parlé lors du dernier webinaire. Avec 4DV19R6, le Data Explorer évolue et vous pouvez maintenant visualiser les relations dans vos données, comme vous allez pouvoir le voir avec la démo qui suit.
Alors, on va passer maintenant aux questions et réponses. Donc, je vois qu'il y a eu une question sur le padding dans les listbox. Est-ce que ça marche avec les listbox data source entité sélection? Et la réponse est oui. Merci, Roland. On va attendre un petit peu pour voir s'il y a d'autres questions. Existe-t-il un blog pour les recommandations d'accès au Data Explorer? Comment filtrer ou autoriser les accès à cette fonction de manière simple et également aux tables? Peut-être qu'on peut en discuter sur le forum. Je ne pense pas qu'il y ait un blog particulier là-dessus. Je sais qu'on peut le désactiver si vous le souhaitez. Après, pour un accès plus fin à certaines tables ou pas, à ma connaissance, ça n'est pas encore possible. Donc, voilà. Voilà. Autre question. Est-ce que le padding peut s'appliquer à des champs de texte? Je vais laisser Roland répondre. Je peux répondre oralement parce que Vanessa a déjà répondu oui, c'est oui dans les listbox, mais c'est non sur les champs de type de saisie. Voilà. Merci. Date de sortie en V20. La V20, elle sera... chaque LTS a à peu près 24 mois de vie. Donc, je vous laisse faire le calcul. La V20, elle devrait arriver 24 mois après la V19. Bravo pour le mode projet. Merci. Bon, je vois qu'il n'y a plus de questions. De toute façon, vous pouvez continuer d'en poser. Ah, je vois qu'il y en a une qui est arrivée. Le nouveau mode de codage en simultané en mode binaire, en mode projet en fait, je corrige la question, nécessite le partage de la base NTFS. En fait, c'est un partage par système de fichiers. Donc, ça peut être NTFS, ça peut être autre chose. Il faut partager le projet sur un, comment dire, sur le réseau. Quand est-ce qu'est sortie la V19? Elle est sortie en juillet 2020, 2021. 2021. Allez, on passe à la suite. On va passer maintenant aux nouveautés pour 4D for Mobile et je vais laisser la parole à Imtissar. Merci Mathieu. Donc, vous le savez probablement, donc les alias sont dispo depuis un certain temps déjà. L'introduction des alias et les attributs calculés a constitué une avancée considérable dans notre cadre de développement. Donc, l'époque où il fallait définir des formules pour décrire votre logique métier dans l'interface utilisateur de QuetD est révolue. Ces concepts vous offrent un nouveau moyen de séparer votre logique métier de l'interface utilisateur, ce qui vous permet d'améliorer les perfs en optimisant les deux mondes séparément. Et maintenant, avec la V19R6, les alias sont disponibles et prêts à être utilisés pour les scalaires dans vos projets mobiles, iOS et Android, à partir du moment où ils sont définis dans votre code QuetD. Donc, avec la R6, vous pouvez afficher sur un même écran mobile des valeurs provenant de n'importe où dans votre base de données. Ensuite, donc, pour les nouveautés QuetD for Android, donc, voilà, chaque nouvelle release, de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées à QuetD pour Android. Des fonctionnalités qui sont déjà disponibles dans QuetD pour iOS, et la R6 ne fait pas exception avec deux nouveaux ajouts. Donc, on a la gestion des actions offline et la possibilité de ne pas régénérer les données à chaque génération de l'application mobile pour en fait gagner du temps. Alors après cette courte partie, si vous avez des...
On va refaire un petit tour sur les questions. Ouais, ok. Je vois une question. Donc, avez-vous une feuille de route préformatée? Je ne sais pas bien ce que signifie préformatée. Pour passer des anciennes versions à la V19, une checklist en quelque sorte ou des recommandations. Je vous invite à aller regarder les release notes qui sont dans la documentation sur la V19 pour, en général, ce qu'il y a à savoir, on l'indique dans les release notes. Voilà, je ne vois pas d'autres questions. Qu'en est-il des coupures réseau en ce qui concerne les apps mobiles? Alors, depuis déjà quelques temps, comment dire, les applis mobiles, donc 4D for iOS, 4D for Android, elles sont offline. Donc, si vous perdez le réseau, ce qui va se passer, c'est que, bien sûr, les données, elles restent consultables, réseau ou pas, les données, puisqu'elles sont synchronisées sur le device. Et en ce qui concerne tout ce qui est interaction, elles vont être en fait mises en file d'attente sur le téléphone et elles vont être exécutées côté serveur une fois que le réseau est retrouvé. Donc, il n'y a pas de, je dirais, d'expérience désagréable pour l'utilisateur à ce niveau-là. Il y a un système de synchronisation des données et des actions dans 4D for Mobile qui est très puissant. Je pense que tous ceux qui ont essayé de faire ce genre de choses eux-mêmes y ont passé beaucoup de temps. Donc, si c'est des choses qui vous intéressent, oui, je vous invite à regarder le produit. En tout cas, il y a un support offline qui est très bien dans 4D for iOS et 4D for Android. Voilà, voilà. On va passer à la suite. On a 4D View Pro. Donc voilà, 4D View Pro reçoit également une nouvelle fonctionnalité dans la R6. Le produit vous permet déjà de charger et d'afficher facilement les données dans des spreadsheets. Je démarre juste la démo. Alors, donc, la R6 apporte une nouvelle feature de tableau qui vous permet de faire beaucoup plus et de bénéficier d'outils supplémentaires comme les en-têtes, le redimensionnement du tableau, une ligne de résumé, le tri des colonnes, les filtres, etc. Cette fonctionnalité vous permet également de charger rapidement des données à partir de data class et de collections. Tout ceci grâce à la nouvelle commande VP Create Table. On va laisser la démo se terminer. Ouais, c'est terminé. Donc, j'arrête le partage. Et on y va. On passe à 4D Ride Pro. À toi, Mathieu. Merci. On jongle un peu aujourd'hui sur les partages. Alors, 4D Ride Pro. 4D Ride Pro a considérablement gagné en fonctionnalité au cours des dernières années. Si vous avez assisté ou vu les derniers webinaires, vous l'avez sûrement remarqué. Le résultat, aujourd'hui, c'est un produit qui est beaucoup plus qu'un simple éditeur de texte. Et je pense que parmi vous, peut-être que beaucoup pensent encore 4D Ride Pro comme étant un simple traitement de texte. Bon, peut-être que vous l'avez utilisé pour créer, pour produire des documents, mais si vous êtes éditeur de logiciels, par exemple, c'est souvent un challenge car chacun de vos clients a besoin d'un design différent. Cette année, nous avons franchi une étape importante en permettant l'utilisation de modèles pour la création automatique de documents. L'utilisateur final peut modifier le design et vous n'avez plus qu'à apporter les données. Dans la V19R6, on n'a pas énormément de nouvelles fonctionnalités en nombre pour 4D Ride Pro, mais la fonction que nous apportons, c'est une énorme pierre à l'édifice. Elle vous permet d'utiliser 4D Ride Pro comme un outil de gestion et de production de documents. Comme
toute application métier doit produire des rapports ou des états, que ce soit en PDF, que ce soit en HTML, soit sur papier aussi. Donc, qu'il s'agisse d'une appli desktop ou d'une appli web, c'est un élément important pour vous tous. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi 4D Write Pro est important pour vous, même si vous n'êtes pas intéressé par un traitement de texte, et comment 4D Write Pro couvre le workflow de création d'un grand nombre de documents. Alors, on va commencer avec cet exemple. Il y a une notion importante à comprendre, à absorber, c'est la notion de contexte, de data context. Si vous avez consulté le blog, vous avez peut-être commencé à voir ce que c'est. Donc, en tant que développeur 4D, vous définissez un contexte en lui attribuant, par exemple, un enregistrement de contact. L'utilisateur final, lui, peut créer un document en se référant aux données du contexte en utilisant this.data, comme on le voit à l'écran. On va retrouver à l'écran title, first name, last name, etc., qui sont en fait les champs d'une table de contact. Et ensuite, le codage, il est extrêmement simple. On va itérer sur les contacts avec ici une entité sélection ES people et puis une entité personne. Et à chaque itération, on va l'affecter au data context, on imprime et c'est terminé. Je profite de ce moment pour vous rappeler que cette feature, elle est parfaitement compatible avec les alias, dont on a un peu parlé juste avant, et les attributs calculés, ORDA. Vous pouvez mettre ici, composer des attributs calculés et des alias et les appeler dans vos documents Write. Alors bien sûr, on peut faire plus complexe. Ici, à gauche, vous avez le modèle de document qui a été utilisé pour générer le résultat que vous voyez à droite. Et cette fois-ci, on voit qu'il y a un tableau. Ce que fait 4D Write Pro, c'est qu'il remplit automatiquement le tableau et il va l'étendre sur autant de pages que nécessaire pour créer un catalogue ou ici, une liste d'inventaire des véhicules d'une agence de location. Tableau avec des images, avec, je peux vous le dire, des attributs calculés dans ce tableau. Notez que un document peut parfaitement avoir plus qu'un tableau. Vous pouvez en avoir deux, comme dans l'exemple ici, 3, 4, 5, autant que vous voulez. Ici, dans cet exemple, on va avoir en haut des véhicules en partance de l'agence et en bas, les véhicules qui doivent revenir à l'agence. Vous avez donc le modèle à gauche et le document généré à droite. Là, c'est une fiche d'action pour la journée, pour l'agence, par exemple. Alors, on va décortiquer un exemple complet. Ici, on va traiter d'une liste d'employés pour une société. Donc, l'entête en haut du document est utilisée pour afficher les données de la société et on va l'utiliser une seule fois par document dans cet exemple. En dessous, on a placé un tableau avec une ligne d'entête qui sera répétée ici une fois par page. La ligne suivante elle va être répétée une fois par entité de l'entity sélection ou de la collection. La dernière ligne, le pied, est inséré une seule fois à la fin du tableau et permet d'utiliser des calculs comme min, max ou somme. Ici, en fait, on le fait pour des salaires, mais on imagine bien l'usage qu'on pourrait en faire pour un bon de commande ou pour une facture. Donc, à partir de cet exemple, on va voir le résultat. Voilà, on va obtenir ce genre de document. J'en profite pour préciser que la V19R7, donc, qui est actuellement en bêta, elle vous propose, en plus de tout ça, une fonctionnalité appelée carryover. On en parlera dans le prochain webinaire, hein, probablement. Mais avec les carryovers, vous pouvez avoir un pied de page dans le tableau répété, mais cette fois-ci sur chacune des pages en fait, du document, pas un pied de page en bout de tableau. Donc, ce pied de page intermédiaire, il va vous permettre d'effectuer des calculs intermédiaires. Ça, c'est très utile, voire même réglementaire, sur certains documents comme les factures. Donc, si cette fonction de carryover vous intéresse et globalement,
toute cette partie de génération de documents, je vous invite aussi à aller essayer la bêta de la R7 si vous y avez accès. Alors, sur Write Pro, on va continuer par quelques rappels maintenant, avec ici le cas d'usage de la lettre de société. Vos clients, ils ont des modèles de lettres plus ou moins complexes, des logos, quelque part sur la lettre, du texte en haut, en bas, ou bien répartis sur la partie droite de la page. On trouve ce genre de documents dans les cabinets juridiques, par exemple. Alors, comment est-ce que vous pouvez gérer ça dans le cadre des Write Pro, que ce soit pour imprimer une simple lettre, des rapports, des factures, sans rendre le design du document trop compliqué? Alors, sachez que vous pouvez exporter un document cadre des Write Pro en SVG. Donc, sur cette base-là, vous pouvez laisser vos clients se concentrer sur le design du document. Et quand c'est fait, vous pouvez exporter le résultat en SVG et utiliser le fichier obtenu comme image de fond pour la lettre, la facture ou le document final. Comme il s'agit du SVG, du format SVG, vous n'avez aucune perte de résolution dans l'opération et ça s'associe très bien à l'export PDF de cadre des Write Pro. Alors, on a parlé de SVG, on va voir ce qu'on peut faire de plus. Je viens de le dire, l'export PDF natif, il est disponible depuis l'année dernière dans le cadre des Write Pro. Qui dit natif dit qu'aucun pilote d'imprimante n'est nécessaire. Alors, comme il n'y a pas d'impression, cet export fonctionne sur un serveur headless en mode préemptif, de façon stable, de façon rapide, de façon fiable. Avec tout ce qu'on vient de voir, vous pouvez parfaitement et facilement créer des factures ou des documents d'expédition avec des modèles cadre des Write Pro. Vous pouvez les exporter au format PDF et par exemple les envoyer par email à un client. Souvenez-vous bien que l'export PDF permet d'optimiser automatiquement les images pour l'impression, documents plus grands, résolution plus fine, ou pour l'email avec des documents plus légers. On a beaucoup réfléchi ces derniers mois à une éventuelle prise en charge de la génération de PDF natif dans 4D, mais on s'est vite rendu compte que cela forçait à fournir un moyen de décrire la page et son contenu. Et que pour cela, il nous aurait fallu développer un langage documentaire ou une interface spécifique, alors qu'en fait, c'est exactement ce que fait déjà cadre des Write Pro. Alors, quand vous pensez document, quand vous avez des besoins documentaires, pensez réellement à cadre des Write Pro. Il ne faut pas voir cadre des Write Pro uniquement comme un éditeur de texte. Petit rappel, dernier rappel sur cette slide. Rappelez-vous que vous pouvez également importer et exporter des documents au format Word, ce qui permet d'automatiser beaucoup de workflows. On va continuer sur ces rappels. On a eu des demandes récurrentes concernant la découpe et la fusion de PDF. À chaque fois qu'on a discuté de ces besoins avec les clients demandeurs, les stories tournaient toujours à peu près autour de traitement de documents, c'est-à-dire modifier un document en supprimant des pages, en insérant d'autres pages pour finalement produire un document final. Le PDF, ça peut paraître un bon choix au départ, mais rapidement, il y a un problème qui se pose sur l'impression. Bien sûr, on peut l'envoyer à l'imprimante, mais vous allez vous retrouver juste sur la partie contrôle des paramètres de l'imprimante du type bac à papier, impression recto verso, agrafage. Le petit clip qui tourne à l'écran vous montre une facture de 3 pages. C'est un document réel qu'on utilise dans la société, avec un en-tête différent pour la première page et les suivantes, un pied de page différent pour la dernière page, en fait une facture typique. Alors, pour l'imprimer sur papier, elle a besoin d'un logo en couleur, d'un pied de page, d'une page insérée avec les conditions générales, et pour une impression recto verso, il va falloir ajouter des pages vides. Par contre, si vous voulez l'utiliser en PDF, elle va aussi avoir besoin d'un logo en couleur, mais cette fois-ci, on ne va pas insérer de page vide et les conditions générales, elles vont se retrouver en dernière page, dans un autre ordre. L'export SVG répond à cette question également. Cet export, il va générer une image SVG par page. Donc, ces images SVG, elles peuvent être chargées dans un document cadre des Write Pro vide et ensuite
on insère d'autres pages SVG, telles que les conditions générales ou des pages vides, que l'on réorganise en fait selon ses besoins. À partir de là, il ne reste plus qu'à utiliser les commandes d'impression de 4D Write Pro ou bien d'exporter en PDF. Voilà, on est presque au bout de 4D Write Pro. On pense vraiment qu'on a passé une étape importante avec 4D Write Pro. On sait que passer de 4D Write à 4D Write Pro, ça a été un travail difficile pour nous, mais pour vous aussi. Le résultat, aujourd'hui, on pense qu'il en vaut la peine parce qu'avec les fonctionnalités qu'on vient de voir, on peut faire des choses, on voit qu'on peut faire des choses maintenant qui étaient impossibles à imaginer avec l'ancienne base de code de 4D Write. Et je termine par une dernière feature donc, sur 4D Write. Les documents 4D Write Pro peuvent contenir des images provenant de différentes sources et dans divers formats. Ces images peuvent, dans certains cas, ne pas s'afficher pour des raisons tout à fait logiques, tout à fait légitimes, telles que, par exemple, des URL invalides, des formules qui renvoient des images vides, des formats non pris en charge par la plateforme, etc. Jusqu'ici, dans 4D Write Pro, elles étaient toujours représentées par un petit rectangle vide, indiquant leur emplacement théorique. Avec la 19R6, vous avez une nouvelle option d'affichage qui vous permet de rendre les images vides complètement invisibles. Et vous pouvez le faire de 3 façons différentes. La première et la plus simple, ça consiste à utiliser la liste des propriétés, donc qui offre une nouvelle entrée dans la section apparence. Vous pouvez le faire également via l'interface utilisateur, dans laquelle vous trouverez une nouvelle option, ou alors dans la barre d'outils, ou dans la barre latérale. Et enfin, vous pouvez le faire par programmation en utilisant le nouveau paramètre WK Visible Empty Images. Et voilà, vous voyez le résultat là. Pour vous rendre compte un peu de ce que ça donne. Voilà. Et nous avons terminé sur 4D Write Pro, et en fait, nous arrivons au bout de ce webinaire, donc c'est le moment des dernières questions. Si nous donnons l'accès à des modèles Write Pro, peut-on interdire certains champs? Comment se comporte la structure virtuelle dans ce cas? Je ne sais pas, Roland, si tu veux discuter de ça. Je pense qu'on ne peut pas, là, à ce stade, interdire certains champs, sauf à faire soi-même une surcouche, en fait. Ah bah Roland répond très bien. Je vois qu'il y a eu des questions répondues également. L'export PDF est-il aussi disponible natif dans 4D? Non, justement. Enfin, non. On l'a fait avec 4D Write Pro. On considère aujourd'hui que vos besoins documentaires, vos besoins d'impression PDF, on vous invite à utiliser 4D Write Pro. Alors, une autre question importante, même si ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Si ce n'est pas l'objet de ce webinaire, alors rendre 4D responsive ou possibilité de zoom, je vous invite à nous faire une demande de feature sur le forum et permettre à notre application développée sur 4D d'être accessible en web avec les mêmes fonctionnalités sans devoir recoder l'application. Également, faites-nous une demande sur le forum. On a des choses qui arrivent côté web, ouais. Mais il n'y a pas de magie. On a fait le tour des questions. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'était avant, il y a très longtemps. Merci beaucoup pour ces présentations. Eh bien, c'est nous qui vous remercions de vous être connectés. Ça nous fait toujours plaisir. Et là, en plus, vous êtes
Vous êtes très nombreux aujourd'hui, donc ça nous fait d'autant plus plaisir. Merci bien. Et puis, vous pourrez consulter et revoir l'enregistrement sur les réseaux très prochainement. Merci à tous. On coupe.